Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Alors aujourd'hui on va parler comment créer des expériences utilisateurs optimales avec des architectures web modernes. Donc déjà pour commencer, moi je m'appelle Benoît, j'ai 35 ans, j'habite à Toulouse, donc je suis venu un peu loin pour vous voir. Et j'ai peur, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer. Je suis venu en voiture et là ça commence à me faire peur, donc j'espère que ça va se calmer. Euh, je fais du développement web depuis 2014, donc je fête mes 10 ans dans le développement web cette année. J'ai fait 7 ans salarié et depuis 3 ans, j'ai monté une entreprise spécialisée dans le développement web et notamment sur les architectures web dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on va parler de composable, de Jamstack, de headless, tout un tas de termes que j'ai appris depuis que j'ai monté ma boîte et que j'apprends petit à petit. Donc l'idée c'est de vous retransmettre un peu tout ce que j'ai appris. Il y a beaucoup de jargon dans le développement web et c'est important de bien les expliquer, de bien comprendre tous ces concepts-là. Et on va voir comment ces architectures web-là aussi permettent de répondre à toutes les problématiques qu'on a sur l'expérience utilisateur aujourd'hui, qui est un point clé. Donc, je vais commencer par vous donner quelques stats et vous parler un peu d'expérience utilisateur. Donc déjà, pourquoi l'UX aujourd'hui est crucial pour votre site internet? Tout simplement, l'expérience utilisateur, c'est vraiment ce qui détermine le succès ou l'échec de votre site aujourd'hui. Une petite stat, 88% des utilisateurs sont moins enclins à revenir sur un site après une mauvaise expérience. Donc la première impression compte beaucoup, comme dans les relations humaines, hein, on a souvent une première impression d'une personne. Ben, c'est pareil pour un site internet. Donc il faut faire gaffe, et l'expérience utilisateur, ne pas confondre avec le design. On peut avoir un super beau site avec des belles animations, tout ce qu'on veut, mais ça ne répond pas forcément aux attentes des utilisateurs. Et à contrario, on peut avoir un site qui est pas très beau, qui est pas avec un super design, mais qui répond aux attentes des utilisateurs et qui est simple pour répondre aux besoins. Deuxième point, le temps de chargement, c'est ultra important aujourd'hui, c'est vraiment un facteur clé. Une stat peut-être que vous avez déjà vu, qui est donnée par Google, 53% des visites sur mobile sont abandonnées si une page met plus de 3 secondes à se charger. C'est vraiment très rapide, 3 secondes pour le coup. Et on est des utilisateurs vraiment impatients, on est habitué à ce que ça aille vite, etc. C'est important d'avoir un site qui se charge ultra rapidement. Et ça a aussi un effet sur le petit schéma que vous voyez, sur le bounce rate, donc c'est le taux de rebond. Donc taux de rebond, c'est un indicateur qui est beaucoup suivi, notamment chez les marketeurs. Donc c'est le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes qui quittent un site internet sans faire d'action. Donc sans rien faire, on arrive sur le site, bim, on rebondit et on part. Donc plus le temps de chargement est lent, plus on augmente ce taux de rebond. Okay. Pareil, vous avez un petit graphique sur la droite qui vous donne l'évolution du taux de conversion sur un site internet. Donc conversion, c'est une action pour, par exemple un achat, une action de conversion sur le site. Le taux de conversion va augmenter en fonction de la rapidité de chargement d'un site internet. Donc plus un site est rapide, plus on a des chances d'avoir un taux de conversion qui va être élevé. Okay. Et autre point, Google a introduit en 2021 les Core Web Vitals. Est-ce que vous connaissez, qui connaît les Core Web Vitals pour savoir? Ouais, pas tant de personnes que ça. Hein. Il y a combien d'étudiants dans la salle? On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Ok, on m'a dit 30%, c'est pas mal, hein, c'est à peu près ça. Hein. Ok. Core Web Vitals, tant mieux, je vais vous l'apprendre. Alors du coup, s'il n'y a pas tant de monde que ça qui connaît. Donc c'est des indicateurs de Google qui rentrent dans l'algorithme de classement pour le référencement des sites internet. Okay, donc dans l'algorithme de classement de Google pour classer ces sites internet, il y a vraiment beaucoup de critères. Mais c'est un des critères qui est rentré en compte depuis 2021 et qui va mesurer l'expérience utilisateur d'un site internet. Okay, donc pour ça, il se base sur 3 critères. La LCP, donc largesse Content Full Paint, donc c'est le temps de chargement de l'élément le plus gros quand on arrive sur un site. Donc très souvent, c'est on va dire c'est l'image qu'on a sur la page d'accueil la plus visible. Donc ça, il faut que ce soit inférieur à 2,5 secondes. Ensuite, on a l'INP, l'interaction to next page. Donc ça va mesurer la réactivité d'un site.
Okay, donc la réactivité, c'est-à-dire quand j'arrive sur le site, au bout de combien de temps je peux cliquer sur un bouton et faire une action. Donc il faut que ce soit inférieur à 200 millisecondes. Et puis après, il y a le CLS, Cumulative Layout Shift, qui va mesurer la stabilité visuelle d'un site. Donc c'est-à-dire, grosso modo, quand j'arrive sur un site, est-ce que j'ai pas d'un seul coup un élément qui pop, qui arrive, une image qui se charge, qui prend du temps. Donc on vérifie qu'il y a une bonne stabilité visuelle, comme pour indiquer voilà, que tout est là quand on arrive sur le site internet. Donc ces trois indicateurs-là sont importants, à la fois pour le référencement, mais ça va aussi forcément influer sur les taux de conversion. Google, tout ce qu'il veut, c'est proposer des bons sites à ses utilisateurs, donc il va aller chercher des sites qui ont une bonne expérience utilisateur. Et la mauvaise nouvelle, c'est que aujourd'hui, donc ça c'est un rapport qui est sorti la semaine dernière, le Web Almanac 2024, qui donne plein de choses ultra intéressantes, et notamment une partie dédiée sur la Jamstack, dont on va parler juste après. Et ce qu'on voit, c'est que sur mobile, il y a seulement 38% des sites internet aujourd'hui qui passent ces Core Web Vitals. Donc ça ne fait pas tant que ça. Donc il y a un vrai travail à faire sur l'expérience utilisateur aujourd'hui sur les sites internet. C'est un peu mieux sur desktop, mais pas non plus, on ne dépasse pas la moitié. Autre point sur l'expérience utilisateur, les utilisateurs aujourd'hui cherchent de la personnalisation et de la pertinence. C'est-à-dire que les utilisateurs cherchent du contenu qui est pertinent et qui est adapté à leurs besoins. Donc Netflix l'a bien compris et essaie de vous recommander ce que vous avez envie, comme tous les réseaux sociaux d'ailleurs aussi qui le font. Et 74% des consommateurs se sentent frustrés lorsque le contenu n'est pas personnalisé. Donc il y a un gros besoin de personnalisation aujourd'hui. Autre point, confiance et sécurité. Les utilisateurs aujourd'hui doivent se sentir en confiance pour interagir avec votre site internet. Et une autre stat, 82% des utilisateurs quittent un site s'ils estiment que leurs données ne sont pas sécurisées. Donc on est très méfiant aujourd'hui quand on va sur un site internet. On a peur avec tous les sites qui ont popé, tous les trucs de dropshipping, toutes les arnaques qu'on reçoit sur nos téléphones via les SMS, via les mails. Donc on fait gaffe. Et si on ne se sent pas en sécurité, en général, on va quitter le site. Enfin, dernier point, feedback utilisateur et amélioration continue. Ce qui est important quand on fait un site web, beaucoup de gens le considèrent un site comme un projet. On va faire un projet, je vais développer un site internet, alors qu'il faudrait plutôt le considérer pour moi comme un produit. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il y a une première mise en ligne, mais derrière, il faut le faire évoluer. Il faut écouter les utilisateurs, prendre en compte leur retour, s'intéresser à eux et essayer d'améliorer petit à petit l'expérience utilisateur. Donc c'est important de se dire qu'il y a une première version, c'est le début, mais c'est que le début de vie d'un site internet et il faut écouter en permanence les utilisateurs pour le faire vivre. Ce qui veut dire que c'est important voilà, d'avoir une bonne structure de base pour être capable d'évoluer dans le temps et faire évoluer notre solution. Dernier point, en 27 ans, le poids des pages web a été multiplié par 155. Donc c'est énorme, le poids fait que grossir, donc dû aux multiples solutions qui existent. Pour autant, on n'a pas des sites qui sont 155 fois plus performants. Donc ça ne justifie pas le fait qu'on ait des poids aussi élevés aujourd'hui. Donc je voulais juste, c'est pas une présentation sur l'éco-conception, mais je vous mets juste ce petit bouquin que je vous conseille de regarder sur l'éco-conception web et les 115 bonnes pratiques associées vis-à-vis de ce sujet-là. J'ai mis quelques points clés qui illustreront un petit peu les choses dont on parlera juste après. Optimiser les images, c'est ultra important. On va dire que c'est le gros du poids des sites internet aujourd'hui, c'est les images et peu de gens les optimisent bien comme il faut. 2, favoriser les sites statiques, ça va faire la transition avec la Jamstack notamment dont on va parler. 3, privilégier une approche mobile first. Vraiment, quand on code un site internet aujourd'hui, même quand on commence par le design, très souvent les designers vont commencer par faire les maquettes desktop avant de faire les maquettes mobiles. Pareil, quand on code en pensant desktop avant de faire mobile, alors que pour autant, les utilisateurs sont beaucoup plus sur le mobile. Donc il faut vraiment avoir cette approche mobile first et réfléchir mobile avant d'adapter sur le desktop.
Ensuite, j'ai mis choisir les technologies les plus adaptées, c'est important. Ne pas avoir une technologie qu'on veut mettre partout, mais vraiment choisir en fonction des besoins. Retenir les fonctionnalités essentielles. Il y a bien 70% des fonctionnalités d'un site qui ne servent à rien en général. Donc s'ils ne servent pas, il faut les enlever. Ça fait du poids pour rien. Et puis enfin, favoriser un développement sur mesure côté front-end plutôt qu'un CMS tout en un. Et vous aurez déjà une bonne base sur l'éco-conception. Ok, donc maintenant qu'on a parlé d'expérience utilisateur, je vais vous parler un petit peu, pour faire la transition, de l'évolution du web sur les dernières années et comment on s'est adapté pour essayer de répondre à ces problématiques d'expérience utilisateur. Alors j'ai séparé la période... Attendez, je vais boire un petit peu. Excusez-moi. J'ai la bouche sèche. J'ai découpé en 3 périodes, 2000-2010, 2010-2020 et après 2020. Et donc j'ai nommé un petit peu ces périodes, je vais vous expliquer comment. Donc la première période, entre 2000 et 2010, donc, bon, c'est le web qui se développe très bien et on a des solutions, voilà, on a des frameworks qui sont apparus, hein, Symfony, jQuery, Ruby on Rails. Et puis c'est l'arrivée aussi des CMS open source, donc il y a beaucoup d'open source. Et on a des solutions comme WordPress qui sont arrivées, qui permettent de faire des sites internet. Et puis sur l'e-commerce, on a aussi des solutions comme Magento et PrestaShop qui arrivent. Et donc là, j'appelle cette ère l'ère du build. C'est-à-dire qu'on vient tout construire par nous-mêmes. C'est vraiment chaque fonctionnalité qu'on veut faire, on la développe par nous-mêmes. Voilà, on est dans l'ère de la construction. C'est les développeurs qui construisent vraiment toutes les solutions. Ensuite, entre 2010 et 2020, c'est vraiment l'explosion des SaaS et des API. C'est l'arrivée aussi du cloud. Et puis on a des plateformes SaaS qui sont apparues pour développer, donc Shopify par exemple. On a l'arrivée de beaucoup d'API, on va dire d'API first SaaS comme Firebase, comme Stripe, comme Algolia qui permet de faire de la recherche sur les sites internet. On a aussi des CMS dits headless qui apparaissent. Qui connaît ce terme de CMS headless? Ouais. Quand même du monde. Donc un des premiers qui est arrivé, c'est Contentful. Contentful, eux, ils sont arrivés avec le besoin pour les apps mobiles, parce que 2007, c'est l'arrivée du premier iPhone, présenté par Steve Jobs. Et donc du coup, 2010-2020, c'est vraiment l'explosion de toutes les apps mobiles. Et donc Contentful vient avec l'idée de pouvoir proposer du contenu à la fois sur des sites internet, mais aussi sur des apps mobiles et de pouvoir diffuser les contenus sur les deux. Donc c'est comme ça qu'est né Contentful. On a aussi des solutions, une solution qui a été créée par des Français, Strapi, et Storyblock, une autre solution, on en parlera après. Et donc pour consommer toutes ces datas, il y a aussi l'explosion de plein de frameworks JS. J'aurais pu mettre beaucoup de logos, je m'en suis contenté à 6. Et ça n'arrête pas de popper dans tous les sens côté JS. Pour ceux qui baignent dedans, donc Angular, React, Vue, et puis on a aussi des méta-frameworks, des frameworks par-dessus les frameworks qui se font comme Next.js, Astro et Nuxt.js. Et enfin, il y a aussi l'arrivée du no-code et du low-code voilà, pour pouvoir construire rapidement des solutions comme Bubble, comme Typeform si vous voulez faire des formulaires rapidement, comme Retool qui permet de faire des apps connectées à des bases de données aussi en low code. Et là, on est passé plutôt dans une période que je qualifie du build vs buy. Okay, donc on choisit, est-ce qu'on va construire par nous-mêmes nos solutions ou est-ce qu'on va plutôt acheter des solutions? Donc est-ce que je vais plutôt acheter un Shopify? Je vais plutôt payer Shopify avec un template pour faire mon e-commerce, ou est-ce que je vais tout faire par moi-même et je vais faire un PrestaShop? Okay. Est-ce que je vais faire du no-code pour aller vite ou est-ce que je vais tout construire par moi-même? Donc on est vraiment dans cette philosophie-là. Et après 2020, du coup, on passe dans une dernière période pour moi qui va introduire les concepts dont je vais vous parler, qui est la période build and buy. Donc on n'est plus en opposition entre est-ce que j'achète ou est-ce que je construis, mais non, on va à la fois acheter et construire pour faire une conception modulaire avec des architectures qu'on appelle composables.
Okay, et donc l'idée, c'est de, en fait, c'est la suite simple en fait de tout ce que je vous ai présenté entre 2010 et 2020. C'est vraiment la conséquence de pouvoir vraiment utiliser toutes ces solutions-là et toutes les bonnes solutions qui sont arrivées sur le marché et pouvoir faire collaborer ensemble à la fois les équipes marketing, les équipes design, les ingénieurs, les équipes sécu. Donc en fait, on parle de buy the component, but build the experience. Donc on va construire l'expérience client, mais on va acheter les composants qui nous permettent de le faire. Et donc dans cette période composable, il y a beaucoup de termes qui sont apparus, donc plutôt beaucoup de mots-clés qui sont apparus autour du développement web. Et du coup, le développement web s'est rempli de plein de jargons, donc les Jamstack, composable, Mac architecture, on va voir, découpling, headless, pré-rendering, SSR, SSG, CSR, ISR. Donc ça fait beaucoup de jargon à connaître. Et pour autant, on aime détester ces jargons-là. Pourquoi on aime détester? À chaque fois qu'il y a un nouveau mot-clé, on est perdu. Ces mots-clés-là, en fait, ça rend inaccessible, ça exclut certaines personnes au final d'utiliser ces mots-là. Ça manque de clarté par moment aussi. Ça peut apporter des confusions. Et puis c'est aussi une barrière à l'entrée pour les novices. Ça peut décourager les novices quand on ne comprend pas certaines ou quand on est dans une réunion et que quelqu'un utilise un terme et qu'on ne le comprend pas. Donc on aime vraiment détester les jargons. Et donc avant de vous expliquer tous ces mots-là, je me suis intéressé au mot jargon pour voir un petit peu son étymologie et essayer de comprendre le sens du mot jargon. J'aime bien l'étymologie en ce moment des mots. Et bref, ce mot-clé-là tire de son origine en ancien français. Ça voulait dire, ça désignait un langage incompréhensible ou le gazouillement des oiseaux. Donc en fait, voilà, ça expliquait comment parlaient les oiseaux. Et en latin médiéval, ça vient du mot garire, qui veut dire bavarder, parler de manière incohérente. Et aujourd'hui, on a redéfini le mot. Donc aujourd'hui, un jargon, ça désigne un langage technique ou codifié utilisé par un groupe, souvent défini, difficile à comprendre par les non-initiés. Donc au final, ça n'a pas trop évolué. C'est des gens qui parlent entre eux et on ne comprend rien. À la base, c'était les oiseaux, et puis après, c'était les humains, et c'est toujours pareil, sauf que là, c'est des experts. Et sur un sujet particulier. Mais pour autant, on est obligé d'utiliser, on les aime ces jargons, et ça continuera, il y en aura toujours de plus en plus. Et, pourquoi? Parce que c'est des raccourcis vraiment utiles pour ceux qui savent. Donc ça permet d'aller vite en fait. Et puis ça simplifie beaucoup les échanges parce que ça vient encapsuler dans des termes très simples des concepts complexes. Voilà. Donc ça permet vraiment d'aller à l'essentiel. Et on ne pourra pas s'en passer, c'est important, mais c'est surtout important du coup de bien les expliquer. Et quand vous utilisez un mot que les gens ne comprennent pas, prenez le temps de leur expliquer parce que très souvent il y a des personnes qui sont dans des réunions et qui ne comprennent pas des mots et il faut leur expliquer, c'est important. Alors le premier que je vais expliquer, c'est mon préféré, c'est la Jamstack. Qui connaît ce mot? Yes. Ok. Qui veut l'expliquer? Donc c'est un terme qui a été créé par Matt Bielman, qui est le cofondateur et CEO de Netlify. Donc Netlify, c'est une société américaine qui permet d'héberger et de déployer des sites internet. Donc c'est vraiment une bonne solution pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder. Donc le terme il a été popularisé et présenté lors de la Smashing Conference en 2016. Grosso modo, ce terme-là, il y a 4 concepts clés qui ont été présentés lors de cette conférence. Donc l'idée, c'est de découpler à la fois la partie building et la partie hosting d'un site, découpler la partie front-end et back-end. Okay. C'est d'utiliser des API plutôt que des accès directement aux bases de données. Et puis, c'est de construire directement des pages HTML qui vont être propulsées par du JavaScript. Donc, Jam, en fait, les 3 premières lettres, donc c'est écrit en majuscule JAM, c'est pour JavaScript, API et Markup. Donc, en gros, la Jamstack, la première définition, c'est une architecture qui a été faite pour rendre le web plus rapide, plus sécurisé et plus facile à scaler. Okay. Et donc, et l'idée, c'est aussi d'utiliser des outils
et des manières de travailler que les développeurs aiment pour amener un maximum de productivité. Okay, donc les principes clés, c'est le pré-rendering et le découpling, voilà, deux mots qu'on ne comprend pas non plus, pour pouvoir faire des sites qui sont résilients. On va expliquer ces deux termes juste après. Il y a une redéfinition du terme en 2022, donc il n'y a plus les 3 premières lettres en majuscules, donc c'est Jamstack sans majuscules, et ils ont changé le logo aussi, qui est mieux, je vous remontre, un peu mieux. Et ils ont apporté la notion un petit peu de composabilité dans ce logo qu'on retrouve. Et donc là, ils ont changé la définition en disant que c'était une approche architecturale qui permet de découpler l'expérience web de la partie data et business. Tout ça pour améliorer la flexibilité, la scalabilité, la performance et la maintenabilité d'une solution. Donc l'idée, en fait, c'est que la Jamstack, elle supprime le fait que, que la logique business dicte l'expérience web. Donc, pour qu'on puisse être libre vraiment sur l'expérience web, tout ça en tirant parti d'API à travers des services tiers. Donc en gros, ils ont redéfini ce terme aussi parce qu'il y a, on va dire, des frameworks qui ont beaucoup évolué, comme Next.js par exemple, qui s'est complexifié avec plein de concepts qui sont apparus par-dessus et qui n'étaient plus que du statique, mais qui étaient plus que ça. Et donc, c'était pour englober aussi l'utilisation de ces frameworks-là. Donc, on va dire que la Jamstack, c'est l'utilisation de Next ou de Nuxt sur des plateformes comme Vercel ou Netlify. Donc, grosso modo, pour comprendre en fait ce terme-là, maintenant qu'on a vu la définition, on va dire sur du web traditionnel, sur des architectures monolithiques qu'on a par exemple sur du WordPress, quand on va sur un site internet, la page peut mettre du temps à charger. Donc en fait, pour aller chercher les informations de la page, on va chercher dans un serveur, le serveur va appeler une base de données, on va passer peut-être dans un moteur de templating qui va nous créer le HTML, et puis on va rendre ça à notre navigateur. Okay, et donc, dans tout ce processus-là, il y a du temps. Ça ne se fait pas instantanément. Donc, il peut y avoir des latences potentiellement au niveau du serveur, au niveau de notre navigateur si on n'a pas une bonne connexion. Ce qui fait que vous n'avez pas instantanément la page et que ça peut prendre plus de temps que 3 secondes et donc perdre potentiellement nos utilisateurs. Donc ça, c'est le web traditionnel. Avec la Jamstack, l'idée, en fait, c'est de préconstruire l'ensemble des pages en amont. De se dire, plutôt que de venir construire dynamiquement toutes les pages dynamiquement pendant que l'utilisateur est sur son navigateur, on va venir les construire à l'avance. Parce qu'au final, quand on va sur une page d'un site internet, c'est le même contenu qu'on va avoir pour tout le monde. Pourquoi le recharger, pourquoi le reconstruire systématiquement alors que ça va être la même chose pour tout le monde? Et donc l'idée, c'est de préconstruire à l'avance l'ensemble des pages, d'avoir du HTML, de le mettre sur un CDN, et puis que quand l'utilisateur il arrive, en fait, elle est déjà toute prête. Okay, et donc ça permet d'avoir vraiment des temps de chargement qui sont ultra rapides. Mais pour autant, on ne s'empêche pas d'avoir du contenu qui va être dynamique à travers les API, donc le A de Jamstack, et avec l'utilisation de microservices ou autres. Okay. Donc en fait, sur du web traditionnel, grosso modo, pour résumer, il y a du travail qui est fait par le serveur, il y a du travail qui est fait, enfin il y a de la transition, il y a de la bande passante qui est consommée aussi, et puis il y a du travail qui est fait du côté du navigateur. Donc l'idée avec la Jamstack, c'est de réduire tout ce temps-là et finalement de tout préconstruire et au build time, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des modifications de code ou à chaque fois qu'il y a des modifications de contenu, on va reconstruire l'ensemble des pages du site et on va les mettre à disposition pour que tout le reste du travail soit diminué et que l'expérience utilisateur soit bonne quand quelqu'un arrive sur un site. Et donc ce terme-là, qui a été créé, comme je vous l'ai dit, en 2015, il y a beaucoup de tous les autres termes que je vais vous expliquer gravitent en fait autour de ça, et c'est un peu ce mot-clé-là qui a fait venir les autres mots issus des différentes solutions, des différents frameworks qui existent. Donc le premier, c'est découpling. Bon, celui-là, il est plutôt assez simple à comprendre. Grosso modo, il y a les architectures dites monolithiques où front-end et back-end sont combinés et sont indissociables. Hein. Donc vous pouvez penser à WordPress.
Sur une architecture découplée, on va venir séparer le back du front. Donc on va vraiment découpler les deux. Et puis on va mettre une couche API entre les deux pour pouvoir les faire communiquer les unes avec les autres. Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a la partie, le terme headless. Donc on a parlé de CMS headless juste avant. Donc le terme headless, il vient de solutions, donc des CMS dits headless, ou il y a aussi des headless e-commerce. Donc pour faire du e-commerce aujourd'hui, il y a aussi des solutions qui existent en mode headless. Donc par exemple Shopify. Shopify, vous pouvez l'utiliser en mode headless, c'est-à-dire que vous pouvez décider de faire un site e-commerce et d'utiliser Shopify pour avoir tout son back-office, pour créer les produits, pour gérer les commandes, pour gérer vos utilisateurs, mais décider de construire toute la partie front à part et de faire un front sur mesure avec le framework que vous voulez, avec Next.js, avec React, avec ce que vous voulez. Donc eux, ils sont vraiment partis vraiment à fond dans la mouvance, dans cette mouvance-là, Jamstack et Headless côté Shopify. Il y a d'autres solutions, BigCommerce, Crystallize, Commerce Tool, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc la différence avec un CMS traditionnel, c'est vraiment ce truc de headless. Headless, c'est sans tête, hein, c'est concrètement. Donc on va avoir des solutions qui se concentrent uniquement sur la partie gestion de contenu et le front va être fait à part. Voilà. Autre terme, pré-rendering. Donc pré-rendering, c'est en fait c'est rien d'autre que faire du statique, faire des sites statiques. Donc c'est un mot-clé qui a été inventé, mais on aurait pu dire statique, ça aurait été très bien. Donc c'est l'idée de dire que c'est de la génération anticipée. Donc les pages sont créées au moment du build par opposition au rendu côté serveur. Donc grosso modo, il y a du coup des générateurs de sites statiques qui sont arrivés et qui sont de plus en plus utilisés. Hein. Next, il y a Astro. Il y a Astro qui monte en flèche, qui est un des frameworks vraiment qui a une belle croissance et que les développeurs adorent. Nuxt, Hugo. Et l'idée, en fait, c'est que ces solutions-là, on va prendre le code, on va prendre le contenu, on va compiler le tout et puis on va recracher du HTML. Ensuite, CSR, SSR, SSG. Donc, CSR, c'est pour Client-Side Rendering. C'est-à-dire que c'est le navigateur qui va recevoir le HTML et qui va exécuter du JavaScript pour générer la page. SSR, Server-Side Rendering. Donc, c'est les pages HTML vont être générées côté serveur et non plus côté client cette fois-ci. Et SSG, donc du coup, ça provient du coup des générateurs de sites statiques dont je vous ai parlé juste avant, c'est Static Site Generation. C'est les pages qui sont entièrement générées en HTML lors du build et qui vont être servies de manière statique. Et puis un dernier mot aussi qui est apparu à travers le framework Next.js, c'est l'ISR, Incremental Static Regeneration. Donc en gros, c'est un truc hybride entre où les pages statiques sont pré-générées au moment du build, mais qui peuvent être aussi régénérées périodiquement ou à la demande. Donc en gros, l'intérêt, c'est de combiner à la fois les avantages des pages statiques et aussi la fraîcheur des données dynamiques. Donc ça, c'est surtout pour éviter de reconstruire systématiquement les sites à chaque mise à jour. Donc il y a des pages qui demandent des modifications vraiment récurrentes sur un site. Donc plutôt qu'à chaque modification reconstruire et régénérer l'ensemble du site, là on va faire de l'ISR et on va régénérer périodiquement ou à la demande les pages. Et enfin, on arrive au terme composable. Composable, donc quand ce mot-clé est apparu, on va dire que le terme Jamstack, au-delà d'être une architecture de développement web, ça a été propulsé par l'entreprise Netlify et par son CEO. Et c'était aussi toute une communauté en fait, qui s'est développée. C'est pour ça que j'aime bien ce terme-là. Parce qu'il y a un serveur Discord typiquement qui était ultra actif dessus. Il y a des Jamstack Conf qui avaient lieu tous les ans et qui étaient portés par l'entreprise Netlify. Et en 2013, ils ont arrêté les Jamstack Conf et ils ont arrêté le serveur Discord et ils ont basculé sur une conférence qu'ils appellent maintenant Compose. Donc, et ils ont basculé du coup sur le terme composable qui s'est largement développé en fait par beaucoup de solutions, par beaucoup d'autres entreprises. Donc au début, je me suis dit que c'était plus ou moins la même chose que Jamstack, mais en fait non. Il y a la même idée, mais c'est principalement axé sur le back-end et sur les données.
Donc l'idée de composable, c'est vraiment de pouvoir utiliser un maximum d'API différentes et plein de services, et notamment dans des solutions type e-commerce. On va utiliser une solution de paiement, on va utiliser une partie pour la partie contenu, on va utiliser peut-être de la recherche, on va utiliser beaucoup d'autres solutions ou de l'IA, peu importe, et on peut utiliser beaucoup de solutions avec la partie composable. Et en gros, pour voir la différence avec la Jamstack, c'est une approche vraiment axée front-end et axée sur la performance des sites, alors que la partie composable, c'est vraiment une approche systémique et modulaire qui permet d'assembler plein de services pour une solution qui va être complète et surtout flexible, où on va pouvoir interchanger. Voilà, c'est vraiment comme du Lego, il faut penser Lego, on vient changer nos blocs quand on le souhaite. Voilà. Donc vous avez un petit bout de code là qui vous représente tout ça. Donc en gros, la partie composable vient intégrer la partie Jamstack. Donc ce n'est pas deux termes en opposition, l'un peut vivre avec l'autre. Et enfin, dernier terme que je voulais vous montrer, Mac. Si vous vous intéressez aux architectures composables, si vous regardez, vous allez très certainement tomber sur ce terme. Donc ce terme-là, en fait, c'est une alliance, c'est à la fois une alliance et à la fois une architecture. Donc Mac, c'est pour microservices, API, Cloud Native, SaaS et headless. Donc voilà, c'est utiliser chacune de ces couches-là. Et c'est une alliance qui a été créée en 2020, on va dire par les leaders technologiques de cet écosystème-là. L'idée, c'est de promouvoir des standards et de promouvoir des solutions qui vont être promues par cette alliance-là. En gros, ça a aussi c'est un avantage. C'est aussi l'idée de positionner leurs solutions pour ces entreprises-là dans cette alliance. Et l'intérêt pour les membres, voilà, c'est de montrer que leur outil est essentiel pour cet écosystème-là. Et en fait, ils ont créé tout un tas de normes, de comment utiliser. Ils ont normé la manière d'utiliser le composable. Et puis derrière, ils font aussi des certifications, ce genre de choses pour être certifié Mac. Donc ça s'adresse aussi beaucoup aux grosses entreprises, là pour le coup, qui vont aller certifier leurs consultants, leurs développeurs, leurs ingénieurs, et qui vont s'appuyer sur les solutions qui sont validées par cette alliance-là pour se rassurer aussi quand on fait des choix technologiques. Et justement, parlant d'outils, quand on commence à se lancer dans ces architectures-là, c'est important de bien choisir ces outils, et on peut vite être perdu par toutes les solutions qui existent. Mais grosso modo, quand on démarre, et si on veut faire une solution de Jamstack, il y a 3 couches qu'il faut mettre en place. Un générateur de sites statiques, donc il en existe beaucoup. Next, Astro, Nuxt, Hugo, il y a des solutions comme Eleventy aussi qui sont bien. Next et Astro sont, voilà, on va dire, les deux qui ont plus le vent en poupe aujourd'hui. Astro, très apprécié comme je vous l'ai dit, et Next qui est porté aussi par l'équipe React côté Facebook, donc ils travaillent en collaboration avec React, et c'est porté par l'entreprise qui s'appelle Vercel, qui est juste en bas, qui est une solution qui permet de déployer aussi comme Netlify. En fait, c'est la même solution, c'est les concurrents de Netlify. Hein. Et au milieu, on a notre partie CMS Headless. Donc, si on a besoin de donner la main pour la gestion du contenu, il faut mettre en place une solution de type CMS Headless sur lequel on va gérer la donnée. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, on a d'un côté notre framework de développement, notre générateur de sites statiques, sur lequel les développeurs vont pouvoir coder dans un repo Git. À droite, on va avoir la partie gestion de contenu, les CMS, qui seront à la main des équipes de contenu ou les équipes marketing. Et au milieu, on a Vercel ou Netlify qui vont être les orchestrateurs, qui vont en fait écouter chaque modification de code d'un côté, chaque modification de contenu de l'autre, et qui vont s'occuper de redéployer, rebuilder notre site internet pour le mettre à disposition. Et donc du côté des CMS, il existe plusieurs types de CMS. Il y a des CMS dits API driven, donc
Grosso modo, l'idée c'est que pendant la phase de build de notre site internet, on va aller chercher notre contenu sur ces CMS-là à travers des API. Et donc on va pouvoir utiliser, vu que c'est à travers des API, on va pouvoir utiliser le contenu sur un site, puis peut-être sur un autre site ou sur une application, et sur une application mobile si on le souhaite. Donc il y a des solutions SaaS comme Storyblock, Prismic, Sanity, Contentful, Agility, DatoCMS. Ouais, je vous ai mis quelques noms des principaux. Donc Storyblock, une solution que j'aime beaucoup, qui est une startup autrichienne, bonne grosse startup, qui eux, à l'inverse de Contentful qui s'était lancé sur le besoin de diffuser le contenu entre mobile et web, eux, ils ont travaillé le besoin d'avoir un éditeur visuel pour gérer son site internet. Donc l'idée, en fait, c'est une approche vraiment, pour le coup, composants, où on va venir construire tout un tas de briques qu'on peut utiliser sur notre site. Donc on va créer des composants. Donc un composant pour le header, un composant pour l'aérosection. On va faire plusieurs sections. Et en fait, les blocs vont être disponibles pour les équipes qui vont gérer le contenu et pour les équipes marketing. Ce qui fait que les équipes qui vont pouvoir gérer le site internet, ils vont être complètement autonomes sur sur la création de nouvelles pages ou sur le changement de contenu à l'intérieur d'un site. Voilà. Donc avec ces solutions-là, vraiment, les équipes marketing, s'ils veulent créer des nouvelles pages avec des blocs qui existent déjà, ils peuvent le faire en toute autonomie. Voilà. Après, il y a des CMS, donc toujours côté API, mais qu'on peut héberger par nous-mêmes. Donc deux grosses solutions, il y a Strapi, on en a parlé, et WordPress aussi. Il faut savoir que WordPress peut être utilisé en mode headless. Donc il y a la possibilité en fait de garder un WordPress pour gérer toute la partie contenu et de venir câbler à travers une API un front-end à part pour pouvoir faire un front performant. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment, du WordPress headless. Donc c'est des gros sites qui étaient en WordPress qui ne peuvent pas faire une migration complète vers une solution Jamstack parce qu'il y a trop de contenu sur la partie WordPress. Et plutôt que de tout migrer, en fait, tu gardes tout le contenu et tu viens créer un front à part pour venir consommer les données de notre WordPress. Et enfin, côté CMS, il y a des CMS aussi dits Git-based, qui viennent pousser le contenu directement dans Git. Donc l'idée, c'est au lieu d'échanger à travers des API, à chaque fois qu'il y a des modifications sur l'outil de gestion de contenu, ça vient faire un commit sur Git directement à travers des fichiers Markdown en général. Et donc, on va pouvoir exploiter ce contenu au moment du build. Donc, il y a des solutions comme Tina CMS, Decap CMS, Publi qui permettent de faire ça. Et du coup, comment on fait pour choisir son CMS headless? Et en fait, il n'y a pas de réponse magique. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas une solution, nous, qu'on vient plugger chez tous les clients. Ça dépend vraiment du besoin, de qui c'est qui va gérer le contenu, combien il y a de personnes dans l'équipe qui vont gérer le contenu, est-ce qu'il y a besoin d'un mode preview ou pas, est-ce qu'on prévoit de faire un site, est-ce qu'on prévoit de faire 10 sites, est-ce qu'on prévoit de faire une app mobile, où est-ce qu'on veut enregistrer les données, est-ce qu'on est OK de les donner à un tiers de confiance, ou est-ce qu'on préfère les hoster directement chez nous. Et puis, quel est le budget? Parce que les solutions SaaS, forcément, ont un coût. Certaines coûtent très cher, d'autres sont accessibles. Donc, il y a tout ça qui va driver, mais l'avantage des architectures composables, c'est qu'on n'est pas enfermé dans une solution. C'est si je choisis, par exemple, demain de mettre en place une solution comme Strapi ou comme WordPress, qui au final n'a pas de coût vu qu'on va le hoster chez nous directement, et que demain mon entreprise se développe bien et que j'ai du budget pour passer sur des solutions plus évoluées, et je peux switcher de CMS sans pour autant perdre tout le front-end que j'ai fait, en venant simplement changer mon outil de gestion de contenu et en venant recabler tout le front sur ces nouvelles données que j'aurais migrées. Voilà. Donc pour finir, les avantages de ces architectures-là, on a parlé d'expérience utilisateur au début. Les avantages, il y a un gros avantage au niveau performance web.
Donc on a avec ces solutions-là des temps de chargement qui sont ultra rapides et du coup qui répondent un peu plus aux standards des Core Web Vitals. Donc là, dans le Web Almanac 2024 dont je vous ai parlé au début, on voit que les sites statiques, pour les sites statiques, on a 41% des sites statiques qui passent les Core Web Vitals aujourd'hui. Donc ça ne fait pas tout, mais on est au-dessus des sites dits dynamiques. Ça ne fait pas tout parce que on peut continuer de faire la merde entre guillemets sur des solutions Jamstack si on met des images qui mettent du temps à charger, si on met beaucoup de contenu sur notre site internet. Mais on va dire que par essence et de par l'architecture, il y a beaucoup plus de sites qui respectent les Core Web Vitals avec ces solutions-là. De la modularité, donc ça c'est le gros point clé, c'est avec une architecture composable, chaque fonctionnalité est découplée, voilà, ce qui permet vraiment de choisir les solutions qui sont les plus adaptées à nos besoins. Donc on vient vraiment plug and play les solutions qui nous plaisent. Un autre point clé, c'est la scalabilité. En gros, avec ces solutions-là, on a une architecture qui va vraiment grandir avec vous et chaque composant peut vraiment évoluer indépendant pour répondre aux pics de trafic et aux nouvelles fonctionnalités et aux besoins changeants, quoi. Donc ça, c'est un point clé. On est scalable et on peut faire grossir notre solution petit à petit. On parle aussi d'agilité avec ces solutions-là. L'idée, c'est de pouvoir vraiment ajouter, d'être agile et de pouvoir changer, interchanger rapidement des solutions. Parce que on a les solutions qui existent aujourd'hui, mais demain, il y en a d'autres qui vont arriver, il y en a plein qui vont arriver, et on le sait. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir bénéficier des meilleures solutions du marché tout le temps. Et quand on a envie de changer une solution, il suffit de la dépluguer, de mettre une autre solution. Et aussi, c'est une manière de développer qui permet aussi d'avoir une meilleure collaboration entre les différentes personnes des équipes et d'éviter que, on va dire que le goulot d'étranglement soit du côté des développeurs, où les équipes marketing attendaient peut-être systématiquement que les développeurs fassent des choses. Là, ils sont beaucoup plus autonomes et on peut travailler de manière plus efficace. Et enfin, la résilience. Donc, avec ces solutions-là, on a un système qui va être robuste et beaucoup plus fiable. Donc, l'idée, c'est que quand un composant tombe en panne, vu qu'on est découplé, qu'on a on a cette modularité-là, la solution continue de fonctionner, même s'il y a une solution qui s'arrête, quoi. Voilà. Deux petits use cases que je voulais montrer. Smashing Magazine, j'en ai parlé au début, c'est là qu'est né le mot Jamstack. Donc eux, c'est une entreprise, c'est un blog en fait qui propose plein d'articles autour du développement web et du design aujourd'hui. Donc ils étaient initialement sur un WordPress. Donc ils avaient des temps de chargement de 800 millisecondes, qui n'est pas non plus horrible. Ils sont passés sur une solution Jamstack en hébergeant sur Netlify, en utilisant un front-end avec Gatsby à l'époque. Ils sont passés à 80 millisecondes de temps de chargement, ce qui leur a permis aussi de réduire les coûts d'hébergement avec les pages statiques, qui vont coûter moins cher forcément que des solutions dynamiques. Et ils ont une augmentation aussi de 31% du trafic SEO, vu que leur site est plus rapide, vu que l'expérience est plus fluide, ils ont augmenté 31% leur trafic en SEO. Donc grosso modo, c'est ce qui motive le plus les gens, c'est vraiment la partie perf et la partie SEO. Ensuite, Calendly, une solution que vous connaissez peut-être, qui permet de prendre des rendez-vous. Donc c'est une entreprise qui est assez jeune, mais qui a explosé pendant le Covid, le fait de devoir faire des réunions, de prendre rendez-vous sur l'agenda d'autres personnes. Dans Calendly, eux, ils avaient des soucis de perf sur leur site pour attirer des nouveaux clients avec le développement qu'ils ont eu. Et ils avaient des soucis aussi pour créer des nouvelles pages pour les équipes marketing, pour pouvoir cibler différentes personnes, pouvoir faire des campagnes de publicité. Ils devaient attendre systématiquement que les développeurs développent les nouvelles pages pour pouvoir les mettre en ligne. Donc du coup, ça prenait vachement de temps. Donc ils ont repensé leur architecture en passant sur une architecture composable avec le CMS Contentful et avec un front-end avec Next.js. Et aujourd'hui, de ce qu'ils disent, ils sont 10 fois plus rapides pour créer des nouvelles pages. Donc ils n'ont plus besoin
des équipes de dev pour créer des nouvelles pages, et les devs peuvent se concentrer vraiment sur les projets à forte valeur ajoutée et non pas simplement créer des pages pour répondre aux besoins marketing à l'instant T. Et donc, ce qui a mené sur 50% de leads en plus. Enfin, dernier graphique du Web Almanac pour vous montrer un peu l'évolution qu'il y a sur ces architectures-là et sur la Jamstack et sur les sites statiques. En gros, donc, il y a l'évolution 2022, 2023, 2024. Il y a une énorme augmentation sur 2024. Donc, les sites là sont classés par type de trafic. Donc, on a le top 1K des sites qui ont le plus de trafic aujourd'hui, 10K, 100K, 1 million. Et quand on voit que sur les gros sites, il y a une augmentation qui est assez importante. On est passé presque à autour des 12-13% jusqu'à 10K. Donc il y a une augmentation à peu près de 70% de l'utilisation de ces concepts-là aujourd'hui sur les gros sites. Et ça augmente aussi sur les autres sites. Donc c'est vraiment une tendance que les gens ont envie d'utiliser. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de sites qui existent depuis longtemps qui n'ont pas forcément la capacité d'arriver à passer sur ces architectures-là et donc qui n'y arrivent pas, mais petit à petit, les nouvelles solutions se créent avec ces concepts-là. 4 minutes, ok. Voilà, c'est bon, 4 minutes, j'ai fini. Juste pour finir, si ça vous intéresse, je fais une newsletter toutes les semaines sur ces architectures et sur ces sujets qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Donc, ça s'appelle La Tartine. Donc, je parle d'architecture composable, de CMS headless, de Jamstack et des générateurs de statiques et un peu de toutes les nouveautés qu'il y a autour de ça. Et sinon, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez. Merci à tous. Il nous reste un peu de temps pour les questions, réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Bonjour, merci pour ce talk. Moi, un concept récent que je n'ai pas compris, c'est serverless. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler plus en détail. Ouais, c'est une bonne question. Et donc c'est un terme que j'aurais pu mettre aussi dans cette présentation. Ok, j'en ai pas parlé. Donc serverless, grosso modo, c'est le fait de ne pas forcément avoir à utiliser un serveur pour créer des API. C'est de pouvoir créer des API, on va dire à la demande et les héberger sur des solutions typiquement comme Netlify ou comme Vercel. Donc on fait du Next.js aujourd'hui, c'est un framework full stack, donc on peut créer la partie front-end, mais aussi des API. Donc l'idée, c'est de se passer de la partie serveur, serverless, ça représente bien son terme. Pas d'autres questions? Et pourtant, le premier s'est lancé. Il a posé la première question. Normalement, derrière, ça déclenche. Non? Bon. Merci tout le monde. Merci beaucoup.